Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 18 mai 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne fin de semaine de sport, que vous avez apprécié ces fins de deuxième ronde autant dans la Ligue nationale que dans la NBA. Pour parler de tout ça aujourd'hui, comme à l'habitude, Félix Forget, Pierre-Olivier Poulain et moi-même, Emilio Constanza, pour jaser de tout cela. Les gars, commençons tout de suite avec le vif du sujet. On se retrouve encore une fois en 2025, grande année de notre Seigneur, où on se dit, ben, les Maple Leafs doivent plier bagage. Au moins, écoutez, on a eu une certaine amélioration avec les années, comme quoi maintenant on est capable de se rendre en deuxième ronde. Mais l'affaire, c'est que ça fait 7 ans qu'on parle de ce processus-là et on n'a pas grand-chose à montrer pour ces équipes qui devaient gagner la Coupe Stanley. Bref. On connaît maintenant la chanson, les Maple Leafs qui se font sortir en 7 matchs par les Panthers de la Floride de manière assez humiliante devant les partisans. Écoutez, je pensais qu'en allumant le micro, on allait dire « Ah, ben, tu sais quoi, les Maple Leafs sont perdus, puis c'était assez bruyant. » Non, non, non. Le Scotiabank Arena n'a jamais été aussi bruyant pour un match des Maple Leafs, mais c'était pour les 8. Ouais, malheureusement. En fin de match, en tout cas, c'était pas mal le seul son qu'on entendait. Parce que quand même, en première période, je vais donner crédit aux fans. Les Maple Leafs ne se sont pas présentés en première. On a quand même réussi à garder le score à 0-0. Les fans étaient vraiment dedans. Puis les fans ont essayé de ramener les Maple Leafs dans ce match-là. Et mon Dieu que ça n'a pas fonctionné. Il y a un chandail qui a été lancé sur la glace pendant le match en troisième. L'action roulait, il y a un chandail qui a été lancé sur la glace à ce moment-là. Tu sais, autant, tu sais, j'aime pas les Maple Leafs, je pense que c'est documenté sur ce podcast-là, là. Mais man, il y a quand même une petite partie de moi qui se sentait un peu mal pour leurs fans aujourd'hui, parce que c'est vraiment, vraiment terrible ce que cette équipe-là a fait pour les fans qui se sont présentés au Scotiabank Arena aujourd'hui. Puis pour vrai, je suis vraiment sérieux. Autant l'équipe, ça va me faire plaisir de rire des Maple Leafs dans pas long, on va en parler, là, mais man, honnêtement, j'ai eu pitié pour les fans qui étaient là aujourd'hui, parce que au match 6, on a vu des Maple Leafs qui, pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, l'équipe s'est présentée. L'équipe a été chercher un match important. Elle ne s'est pas laissée abattre. Elle aurait très bien pu perdre 4-2 dans cette série-là. On aurait très bien pu perdre au match 6. Les Maple Leafs, les dernières années, auraient perdu le match 6. Là, on a gagné le match 6. Pourquoi? Pour subir une défaite encore plus humiliante au match numéro 7 devant nos partisans. Mais honnêtement, j'ai eu un peu mal pour les fans de Toronto. C'est pas juste le match numéro 7. On se rappelle le contexte du match numéro 5, comment ça s'était terminé. C'était absolument exécrable comme match. D'après moi, c'était si c'est pas le pire match en série dans l'ère du Core 4 que j'ai vu, c'est probablement dans le top 3 des pires matchs que j'ai vus. Et là, c'est ça. Tu gagnes le match 6 et là, le match 7 puis tout ça. Mais je me dis en même temps, pour les fans, ce soir, ça fait mal. Je vous l'accorde. Il y a encore des traumatismes. Ça fait mal. Je sais que c'est dur encore à avaler de revivre le jour de la marmotte année après année, après année, après année. Mais par contre, sachez une chose. Ça fait mal là, mais le bien s'en vient. Mais moi, je veux faire du pouce là-dessus, Pop, parce que tu dis, oui, le bien s'en vient, mais OK, on parle de la même chanson année après année, comme quoi, hey, les Maple Leafs s'en vont, sauf que là, cette fois-ci, ironiquement, c'est l'année où c'est différent. La fameuse phrase que les fans des partisans, les partisans des Maple Leafs vont dire, c'est que cette année, c'est différent. Là, ce qui est différent, Pop, c'est qu'on risque de perdre du gros personnel. Comment est-ce que ça peut être meilleur? Ben, c'est juste... Tu sais, je vais te donner un peu l'exemple des Penguins de Pittsburgh. Le jour où on va aller, on va vraiment assumer qu'on va rentrer dans un vrai rebuild. Ça va faire mal un peu, je suis correct pour l'instant, mais tu sais qu'à la fin, ça va être la bonne décision logique, tout ça. Là, la victoire de ce soir, ça vient confirmer le décès du Core 4. Mitch Marner, d'après moi, c'est absolument terminé. Même si les Leafs voudraient qu'il revienne, fasse une décision complètement terroriste,
de ramener Mitch Marner pour une énième année, pour essayer le Core 4 pour une énième année. Pour moi, Mitch Marner, c'est terminé. Même lui, il ne veut plus revenir. Puis moi, je me dis, c'est les bonnes choses qui doivent arriver. Le mix ne marche plus. Là, on a gaspillé toutes les cartouches nécessaires. On a changé de coach 2 fois. On a changé de directeur général. On a changé les gardiens. On a changé les défenseurs. On a fait un tourniquet de joueurs de 3e, de 4e trio pour essayer de construire autour de Austin Matthews, Mitch Marner, William Nylander et John Tavares. Même que je vais rajouter Morgan Riley là-dedans, là, parce que, tu sais, on l'oublie, c'est un peu le membre oublié de ce noyau-là. Et on n'a rien. Là, maintenant, il y a juste 3 coupables sur qui tu peux lancer une pierre. Austin Matthews, Mitch Marner, Brendan Shanahan. Yes! C'est les 3 seuls grands coupables de cet échec-là. Et ça veut ainsi dire que le Core 4 va se défaire officieusement le 1er ou peut-être le 2 juillet prochain. J'aime tellement ça. Ouais, juste rebondir un petit peu là-dessus, Mio, 2 secondes. Là. Je suis d'accord, Pop, avec toi. Honnêtement, Shanahan, je pense que ça fait 3 ans. Je ne comprends pas comment ce gars-là encore. Écoute, ça fait 3 ans qu'on demande que le Core 4 se défait. Il n'a toujours pas été défait. Exact. On a eu l'opportunité de le faire avec Nylander, qui était joueur autonome. On l'a re-signé. Matthews était joueur autonome. On l'a re-signé. Puis, sérieusement, je suis rendu au point où je ne serais même pas surpris que les Leafs se disent tant pis, on va re-signer Marner, on va re-signer Tavares, on va y retourner. Je ne serais même pas surpris que ça arrive. Mais tu regardes ce qui s'est passé ce soir, OK? Mitch Marner, qui est joueur autonome en devenir, a quitté le Scotiabank Arena. Okay? La dernière chose qu'il a entendue au Scotiabank Arena, en tant que joueur là-bas, c'est des huées. Je ne sais pas pour vous, les boys, là, moi, je n'ai jamais vu un joueur autonome en devenir se faire huer par son équipe la dernière fois qu'il a sauté sur la glace sur le terrain. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, un gars qui se fait huer comme ça. Puis John Tavares aussi, qui va devenir joueur autonome en passant, a laissé son sel à Austin Matthews et tout. Puis man, John Tavares, ce soir, j'ai trouvé une stat que c'est peut-être le match le plus important de sa carrière ce soir à John Tavares. Il y a un gros match en 7e ronde et tout. John Tavares, ce soir, a été sur la glace pour 4 tirs des Maple Leafs contre 16 des Panthers et 3 buts ont été marqués par les Panthers quand John Tavares était sur la glace. C'est épouvantable pour un gars qui est supposé dans tes 4 meilleurs attaquants. Puis je pense que John Tavares a encore du bon hockey et tout, mais je pense que quand on lui a enlevé le C l'été passé, il y a comme eu pas un bris dans la relation, mais tu sais, clairement, on sentait que c'était le début de la fin. Je pense que Tavares va s'en aller. Tavares, je pense qu'il y a plus de chances que Marner reste que Tavares reste. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Moi, man, je comprends pourquoi, mais je suis pas d'accord. Tavares, c'est son dernier gros contrat, entre guillemets. Puis là, on va mettre des gros guillemets pour le mot gros parce que ce gars-là n'aura pas 11-12 millions sur son nouveau contrat. Non. Moi, d'après moi, c'est clair, ce gars-là va finir sa carrière à Toronto sur un contrat plus à rabais peut-être de ce côté-là. Mais c'est vrai que quand tu regardes Tavares, puis je l'ai défendu, pour moi, c'était un des MVP cachés un peu de cette organisation-là cette saison. Puis même en première ronde, je le trouvais excellent de toute façon. Moi, ce que je te dirais, peut-être mon hot take sur les Leafs après cette victoire-là, l'année prochaine, plus de capitaine. On enlève de ça Matthews. Le numéro 34. On fait un Joe Pavelski, Joe Thornton. C'est direct ça, j'ai pensé. Puis même là, après le match 5, là, je jasais avec du monde en message privé. Là, puis moi, si j'étais Chris Tanev, là, j'aurais arraché le C à Austin Matthews. Ah, man. J'ai tellement d'amour pour Chris Tanev, man. Puis c'est ça que je trouve fascinant des Maple Leafs, c'est j'ai l'impression que cette édition-là des Maple Leafs, c'est peut-être l'édition qui était la mieux construite depuis que le Core 4 est là. On avait tellement... Il manquait un gardien de premier plan. Puis là, oui, Anthony Stolarz s'est blessé. Ça va sortir. Il y a un gars, j'ai même pas écouté les points de presse. Là. Je suis sûr qu'il y a un gars des Maple Leafs qui va utiliser cette excuse-là dans son point de presse de « Ah, mais on n'avait pas Stolarz, le résultat aurait peut-être été différent. Hey. Peut-être, mais man, Joseph Hall n'a pas été si mauvais que ça. Les gars en avant de lui l'ont complètement abandonné au match 5 et au match 7. Je veux rien entendre sur le fait qu'il a accordé autant de buts. Les gars avant de lui ont complètement abandonné. Man, cette équipe-là était tellement bien construite
Chris Tanev, c'est exactement ça qu'on avait besoin. On avait une bonne brigade défensive à Toronto. On avait des bons employés de soutien. Oui, donner un choix de première ronde pour Scott Laughton, c'est terrible avec ce qu'il a donné au final en série, mais man, cette équipe-là, c'était peut-être l'équipe la mieux construite à Toronto. Puis non seulement ça, il faut signer Marner, il faut signer Tavares. Matthew Knies va vouloir un gros contrat. Fait qu'à un moment donné, tu peux plus payer tout le monde. Il va falloir que quelque chose lâche. Puis c'est pour ça que je me dis peut-être que Tavares, tu regardes sa performance. Si tu dis, gars, Marner, Matthews, ça marche quand même bien. En saison, ça reste un pairing qui marche bien. Peut-être qu'à un moment donné, c'est Tavares qui est comme. Je vais faire du pouce un peu là-dessus. On a parlé, tu as parlé de Matthew Knies. Matthew Knies qui va beaucoup faire jaser effectivement pendant la saison morte parce que c'est disons, la grosse discussion de la dernière semaine, c'est le fait que on s'en vient peut-être vers un été d'offres hostiles et Matthew Knies est certainement l'un des noms les plus convoités à cet effet-là. Ensuite, on a parlé des blessures. S'il y avait bien une équipe contre qui les Maple Leafs pouvaient se réjouir de jouer en raison de blessures, ce sont les Panthers de la Floride qui, du 1er au 23e joueur, tout le monde est blessé. Puis c'est également partout dans la Ligue nationale. Est-ce que Matthew Tkachuk a fait quelque chose dans cette série-là? Ben non, ben pas eu besoin. Il a parlé, il a fait aller sa grande gueule, c'est littéralement tout. Exact. Sérieusement, les Maple Leafs se sont fait battre par le 3e trio des Panthers, man. Absolument. C'est ça, même Barkov n'a pas fait grand-chose, man. C'est le 3e trio des Panthers qui leur a tellement donné une misère, qui a été tellement intense. On a été plus intense que les Maple Leafs, c'est ce qui a fait la différence. Et 3e point, ça vous avez nommé aussi de qui pointer du doigt. Malgré les performances, c'est fou parce que si on parle de ratio mauvais résultats et sécurité d'emploi, je pense que Brendan Shanahan était au sommet de cette liste-là, de comment est-ce que ce gars-là peut avoir gardé son emploi si longtemps. Et maintenant, on va voir un été qui va être très important. Puis je pense que pour compléter sur Tavares, je pense que ça va dépendre, parce qu'il va certainement avoir des offres ailleurs, ça. On s'en doute même pas, peu importe le type de contrat qu'on va avoir. Il va y avoir des gens qui vont lui offrir des choses et certainement qu'une offre des Maple Leafs va être sur la table. Je pense que les gars, ça va juste dépendre de quel est le plan des Maple Leafs maintenant allant de l'avant. Puis je pense qu'on n'aura pas de nouvelles de Tavares avant d'avoir de nouvelles de Mitch Marner. Non, effectivement. Puis je veux rebondir aussi sur Marner. Un autre point aussi que je veux amener qui vient de me venir en tête. Là. Si, mettons, tu jases à Austin Matthews dans les prochaines semaines, OK, puis Matthews te dit « Je veux que Marner revienne », est-ce que tu prends le risque que si Marner décide de s'en aller, tu mets Matthews en crise, puis lui aussi veut s'en aller? Tu sais, peut-être que ce ne serait pas une mauvaise chose de faire tomber le building puis d'essayer de repartir sur des nouvelles bases, mais veux pas, personne ne va me faire croire que les Maple Leafs sont une meilleure équipe sans Austin Matthews. Tu sais, est-ce que tu veux vraiment risquer de mettre Austin Matthews en crise si Mitch Marner part? Puis là, évidemment, tu dirais, Matthews est le capitaine et tout, il est supposé se lever, il est supposé être au-dessus de ça. Ça pourrait quand même le faire chier de perdre Mitch Marner, puis je le comprendrais d'être un peu fâché pour ça. Mais est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que Marner va rester? Est-ce que Matthews va mettre de la pression pour que Marner reste? Est-ce que ça pourrait coûter sa place à Tavares? Je ne sais pas, je pense que c'est des grosses questions, mais Mio, tu l'as dit, je pense que le dossier le plus important à Toronto, ça reste Mitch Marner. On rappelle que les Maple Leafs ont songé à échanger Marner à la date limite contre Mikko Rantanen, qui était disponible en provenance de la Caroline. Mais Marner avait une clause de non-mouvement qui a refusé de lever. Et d'ailleurs, Marner a complètement le droit. Il a absolument tous les droits de dire non. Marner a négocié cette clause-là, les Maple Leafs sont donnés. Oui, mais je blâme zéro Marner. Le Marner avait complètement le droit. Sa blonde n'avait pas encore accouché. Sa blonde était en processus de donner un enfant. Oublie ça. Exact. Fait que, c'est un gars du coin, un gars de Toronto. C'est pas du tout de la faute à Marner. C'est juste plate pour les Maple Leafs qu'on n'avait pas pu capitaliser sur la valeur de Marner qui vraisemblablement, ou en tout cas possiblement, va quitter Toronto. Moi, ce que je me demande pour Mitch Marner, est-ce que Toronto va être capable d'accoter les offres en argent? Je pense que non. Mais à quel point le facteur de Marner qui veut rester à Toronto, un gars du coin, ça va peser dans les négociations? Tu sais, si je prends un exemple, imaginons les Maple Leafs lui donnent 12 millions par année. Je prends un chiffre complètement au hasard, j'ai aucune idée combien il donnerait. Et tu as les Blackhawks, par exemple, qui ont peur que Connor Bedard soit trop fâché, veuille s'en aller. On décide d'aller chercher un gars comme Mitch Marner pour l'aider. Est-ce que si les Blackhawks donnent un 14,5, un 15 millions par année, à quel point Marner tient vraiment à rester à Toronto au point de se dire qu'il cracherait sur un 2,5-3 millions par année pour rester avec les Maple Leafs? Ça, je pense que ça va être un gros facteur déterminant dans cette négociation. Félix, c'est écrit dans le ciel. Essaye pas d'imaginer des scénarios. Mitch Marner, c'est fini, là.
Je pense aussi. C'est terminé. Je pense que ce gars-là a encore de l'excellent hockey devant lui. Je pense que il est tanné. Je pense de tout le temps manger la marde sur le dos. Avec raison, OK, un peu, mais on s'entend que c'est souvent exagéré dans son cas. Ouais. Mais je pense que ce gars-là veut un renouveau. S'il faut partir dans une autre équipe, peut-être plus en reconstruction, pour peut-être avoir un petit peu plus une paix d'esprit. Moi, c'est sûr que Mitch Marner va peut-être prioriser ça. Moi, par contre, il y a friend of the show, Mathieu Vachon, avec qui on jasait cette semaine. Lui, il me disait, Mitch Marner, il s'en va à Pittsburgh. Il s'en va à Pittsburgh cet été. Carl Dubas va tout faire pour aller le chercher. Puis imagine le message que tu envoies à Sidney Crosby pour dire, hey, on va pas en rebuild, on va chercher probablement le meilleur free agent avec ou sans compensation, peu importe, de tout le marché. C'est pas logique. Mio, je vois déjà ta face, je sais que c'est pas logique. Non, mais c'est parce qu'il y a un problème là-dedans. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est Nick Crosby s'en vient jouer à Montréal. Ouais. Le Marner ira pas là pour pas jouer avec Crosby, là, t'as raison, Mio, c'est vrai. Non, mais pour être comme j'aille pas ton idée, par exemple. C'est vrai que, tu sais, en ce moment, on se demande est-ce que Crosby va vouloir partir et non. Puis je pense que la grosse question qui fait en sorte que c'est seulement un débat, c'est les Pingouins ont l'air de s'en aller nulle part. Tu ramènes Mitch Marner dans ce groupe-là, veux pas, tu t'enlignes déjà pas mal mieux. Là, puis c'est pas Mitch Marner qui va régler tous les problèmes à Pittsburgh. On a des gros problèmes chez les Pingouins en ce moment. On a beaucoup de défenseurs qui savent pas jouer en défense, ce qui est un énorme problème. Mais c'est clairement, si tu veux montrer à Crosby que tu es sérieux en voulant remettre une équipe compétitive autour de lui, Carl Dubas qui va rechercher un ancien joueur qu'il a connu à Toronto, il y a un lien qui est facile à faire. Puis je suis d'accord avec ça, c'est très, très, très logique. Carl Dubas, c'est la loyauté. Hein. Faut jamais oublier. J'aime oublier les Greyhounds. Mais bon, on va attendre là-dessus parce que, bon, je ne veux pas les comparer, mais j'ai eu des attentes quand Erik Karlsson est arrivé à Pittsburgh aussi après une saison de 100 points. Puis regardez où on en est aujourd'hui. Bref, pour terminer sur les Maple Leafs, les gars, selon Puckpedia, on estime à peu près 26 millions de dollars libres sous le cap salarial pour la saison prochaine. Et dites-vous qu'il y aurait 3 gros contrats signés étant Marner, Tavares et Matthew Knies là-dedans. Ce qui fait en sorte maintenant que les Maple Leafs croiseront le fer avec les Hurricanes de la Caroline. Les Maple Leafs, je pense que c'est plus les Panthers qui vont croiser le fer avec. On parle des Maple Leafs. Tout a vu la varlope qu'on a vue aujourd'hui. D'après moi, les Maple Leafs. Oui, exact. exact. Non, bien sûr, les Panthers de la Floride, seront contre les Hurricanes de la Caroline. D'ailleurs, un affrontement qui a vu le jour en 2023 en finale de conférence. Et avant de donner notre prédiction là-dessus, les gars, on va parler de l'autre finale de conférence qui s'en vient dans la division opposée, dans la conférence opposée entre les Stars et les Oilers, soit la même que l'année passée, 2024, qui a été fort excitante et qui, honnêtement, promet encore les Oilers qui ont vraiment trouvé leur rythme pendant les séries éliminatoires puis commencent à se bâtir une maudite belle candidature pour la Coupe Stanley. Pop, je te vois hocher des épaules. Quel est ton constat de la situation avec les Oilers? Est-ce qu'ils sont de fucking retour? Les Oilers, là, oui, OK, sont de fucking retour. Ils ont gagné 8 de leurs 9 derniers matchs dans ces séries-là. Fait que dur à dire qu'ils sont pas de retour. Et d'ailleurs, la défaite provient d'un but gagnant à genre une seconde de la fin contre Vegas. Là. C'est dans son propre but aussi. Dans son propre but. Leon Draisaitl avec le but gagnant dans ce match-là. Tu vois, même le match qui perd, Leon Draisaitl a marqué le but gagnant. Mais les Oilers me fascinent. Me fascine. Tu sais, d'un claquement de doigts, on pourrait retrouver les Oilers qui sont plus capables d'accorder moins de 4 goals par game dans ce match-là. Et là, je me dis contre Dallas, qui est peut-être, arguably, ou peut-être pas, l'équipe la plus complète dans ce top 4 qui reste encore. Tu sais, quand tu rajoutes Jason Robertson et Miro Heiskanen, je m'excuse les Jets, mais c'était trop demandé pour vous autres. Ouais. Mais cette série-là va tellement être du cinéma. Je le sens déjà, je goûte déjà comment que cette série-là va être épique. Et je me dis... T'as déjà hâte au match 7? Je sais pas, par exemple, si je prends encore les matchs 7, par exemple. Non, ça sera pas en 7.
Moi, je pense je pense que ça va être une bonne série. Je pense que si les Oilers réussissent à split les 2 premiers matchs à Dallas, là, il y a peut-être. Moi, je pense que c'est là qu'on pourrait voir. Tu sais, si Dallas remporte les 2 premiers matchs à la maison, c'est difficile. Moi, sérieusement, je pense que pour les Stars, les Oilers, c'est peut-être l'équipe la plus facile à affronter qu'on affronte depuis le début des séries. Je veux dire, on a eu raison de l'Avalanche, on a eu raison des Jets. Les Oilers, oui, on a McDavid, on a Draisaitl et tout, mais je pense qu'objectivement, c'est une équipe, surtout avec Mathias Ekholm qui est toujours pas là. Tu sais, tu viens d'affronter l'Avalanche, tu viens de battre Connor Leboeck et les Jets. Man, c'est le meilleur match-up. Je dirais pas si c'est la pire équipe, mais c'est le meilleur match-up. Ouais. Puis tu sais, man, tu l'as dit, Miro Heiskanen est revenu, puis man, ça y a pris, 3 secondes d'écart, puis il est redevenu le meilleur défenseur sur la glace. Ce gars-là. Dans une équipe qui a Thomas Harley aussi comme défenseur. Man, il est tellement bon, Heiskanen. Puis autant j'adore Kyle McCarr, autant j'adore Quinn Hughes. Man, Miro Heiskanen est dans cette conversation-là pour le meilleur défenseur de la LNH. Mm-hmm. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez. Ce gars-là est tellement dominant, il change tellement la donne. Je pense que Dallas va se sortir de cette série-là. Je pense pas qu'on va se rendre en 7. Sérieusement, tu me dis Dallas gagne en 5, je ne suis pas particulièrement surpris. Mais pour moi, Dallas, c'est de loin la meilleure équipe qui reste à Mais là, l'affaire, si t'es Chris Knoblauch, est-ce que tu switches de goaler pour les matchs 1 à 4 puis t'envoies Carlton Packard? Parce que Stuart Skinner est juste capable de gagner des matchs 5, 6 et 7. Là. Mais Packard, es-tu prêt pour le premier match? Parce que je sais qu'il n'était pas disponible pour la demi-finale. On parlait peut-être d'un retour. Je pense que rendu là, tu roules avec Skinner. Je pense que c'est assez contre-intuitif là, parce que Pickard a gagné comme 6 matchs de suite, mais Skinner est hot en ce moment. Il faut que tu roules ton gardien qui est hot. Je pense que c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais par exemple, tu as ce luxe-là que si Skinner, ça va moins bien, tu as Pickard qui est pris en arrière quand il va être revenu de blessure, évidemment. Puis aussi, un facteur qui pourrait faire la différence de cette série-là, Mathias Ekholm, on pense à un retour peut-être au match 3, match 4. Ça pourrait faire une grosse différence. Jake Walman joue de l'excellent hockey en l'absence de Ekholm et tout. Puis Darnell Nurse aussi, qui actuellement, c'est le bout de l'année où est-ce qu'on commence à trouver qu'il n'est pas bon. Pour le moment, ça va. Pas trop de critiques pour Darnell Nurse. Même que j'ai vu des compliments pour Darnell Nurse en série, ça c'est une première. Evan Bouchard dans ce tas-là à quelque part. Oui, Evan Bouchard aussi. Evan Bouchard, c'est les hauts et les bas d'Evan Bouchard. Mais il y a une série à faire avec ça. Mais non, je pense que les Stars sont juste tellement forts, man. Sérieusement, cette équipe-là n'a pas de sens, man. C'est le meilleur top 9 de la ligue. Tu as Heiskanen en défense, tu as Jake Oettinger d'un but qui vient peut-être de voler la job de Connor Hellebuyck comme numéro 1 pour les États-Unis aux prochains Jeux olympiques. Les Stars vont gagner cette série, je pense. D'ailleurs, les Stars qui se qualifient sur le dos d'une autre défaite des Jets de Winnipeg en séries éliminatoires. Avant de juste faire un petit segment sur les Jets, Pete DeBoer qui, pour une 6e fois en 7 ans, participera à la finale de conférence. Je veux dire, on ignore à quel point ce gars-là, il a un CV assez remarquable. Puis d'ailleurs, une autre finale dans le temps au New Jersey aussi. Man, tu sais, on parle de la fameuse valse d'entraîneur-chef, puis tu sais, justement, le fait qu'il s'est fait renvoyer 2 fois. Mais Pete DeBoer, c'est un assez bon coach. Ça, on va se le donner. J'allais dire, c'est quand dans l'histoire tu vas dire que dans cette série de 6 en 7, tu as congédié 2 fois là-dedans? Avec 3 équipes. Ça parlait possiblement de l'Avalanche. S'il perdait la série contre l'Avalanche, ça parlait possiblement de congédier Peter DeBoer à ce moment-là. Oui, exactement. C'est fou. Bref, maintenant, pour ce qui est des Jets, juste faire un petit peu de pouce là-dessus. Un peu comme les Maple Leafs, là, tu te fais face à un mur. T'es comme Christy, t'avais, honnêtement, sans dire qu'il n'aura plus jamais de saison de la sorte ou de saison tout autant remarquable. Puis, encore une fois, sans dire que c'est impossible qu'il soit nominé au Vizina ou même qu'il le gagne l'année prochaine, tu as eu probablement la meilleure saison que tu aurais pu avoir de ton gardien de but, Connor Hellebuyck, qui aussi, on va lui donner. Cette fin de série-là contre les Stars, les 2 à 3 derniers matchs, c'était bien. C'était bien. Je veux dire, même avec un blanchissage là-dedans, les gars. La même chanson contre
qu'on donne aux Maple Leafs à chaque année, on peut la donner également aux Jets de Winnipeg. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant avec ça? Encore une fois, la meilleure équipe que tu as pu avoir sur la glace avec les résultats qui ont suivi toute la saison. Tu n'as pas vraiment bougé pendant la date limite des transactions. Tu as resté avec le même noyau jusqu'en séries éliminatoires pour ramener ça le plus loin possible. Et une fois de plus, tu fléchis. Moi, avec les Jets, là, honnêtement, c'est quoi que je proposerais comme solution? J'appelle Gary Bettman, puis je demande qu'on transfère les Jets dans la Pacifique puis qu'on ramène Utah dans la centrale. Ouais, c'est les Jets de Winnipeg qui jouent dans la Pacifique. Tu n'as pas Colorado, Dallas dans ton chemin. Ouais. Oui, c'est poche d'être l'équipe trophée du président puis de perdre en deuxième ronde, mais juste, as-tu vu qui affrontait aussi? Puis venez pas me dire que Saint-Louis, c'était des pieds de céleri en fin de saison non plus, là. L'équipe la plus haute de la Ligue. D'ailleurs, les Blues qui étaient à une bourde défensive de sortir les Jets. Écoute, c'est qui? C'est Nicolas Gillers. Si son bâton pète au lieu de juste reprendre son deuxième lancer sur le égalisateur pour envoyer en prolongation, les Blues gagnent ça, c'est terminé. Il n'y a pas de deuxième round pour les Jets si le bâton casse, là. C'est vrai. Puis, tu sais, Mio, tu parlais comme que les Jets ont été plus tranquilles à la date limite. Tu sais, je pense que c'est encore la bonne... Oui, là, évidemment, c'est facile de dire peut-être qu'on aurait été un morceau ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est encore la bonne décision parce que, tu sais, on l'a vu l'an passé, ça n'a pas plus marché quand on avait été chez Sean Monahan, Tyler Toffoli et tout. Des fois, d'en faire moins, ça t'aide. Puis, je veux dire, c'était deux bonnes équipes. Il fallait qu'une perde. Je pense que c'est juste aussi simple que ça pour les Jets. Puis, oui, on arrive un peu dans la situation, un peu comme les Maple Leafs, on n'arrive pas à prendre cette prochaine étape-là pour les Jets. On stagne. On a un bon noyau, performe en saison régulière année après année, mais on stagne un petit peu. Puis, tu sais, aussi au match numéro 6, là, il y avait une grosse composante émotionnelle. Le père de Marshall Fleet qui décède quelques heures avant le match. De le voir sur la glace, honnêtement, c'était incroyable. Juste de le voir sur la glace, puis même le voir au banc des pénalités quand son équipe se fait éliminer. La seule pénalité du match. Man, ça m'a arraché le cœur. Ça m'a arraché le cœur. Puis je dis pas que c'est un bad call non plus, là. Non. Je peux même pas dire que c'est une mauvaise punition de Shifley. Le gars partait en breakaway, là. Ah, man, ça m'arrache le cœur complètement. Puis, mais, tu sais, les Stars voulaient gagner quand même. Là, si veut pas, les Stars n'allaient pas lever la pédale parce que à cause de ça. Fait que, man, c'est dommage. Puis je pense que ça a été comme. Peut-être que l'émotion a été un petit peu trop intense pour les Jets aussi. Ça faisait beaucoup. Là. Déjà qu'on essaie de gagner un match à la route, ce qu'on n'a pas fait dans les séries. On essaie de lutter pour. 3 ans qu'on n'a pas gagné un match à la route en série. Là. C'est ça. Vraiment, ça, c'est un problème. Ça. Puis, tu sais, c'est. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions. D'aller gagner ce match-là, on avait une grosse victoire émotive au match 5 pour forcer un match 6. On luttait pour... C'était beaucoup. Là. Puis, je pense que c'était comme un mauvais cocktail, un gros cocktail en même temps. Là. Puis, j'ai envie de leur donner un pass sur cette défaite-là parce que, man, les Stars, pour moi, c'est la meilleure équipe, le meilleur alignement de 23 joueurs de toute la LNH. Puis, surtout avec Ice Cannon qui est revenu. Il fallait qu'une équipe perde. Puis les Jets se sont ramassés dans une division qui n'a aucun maudit bon sens. On gagné cette division-là en saison régulière. Ça me fait rire parce que je dis ça, puis je réalise que tout ce que je dis s'applique pas mal aux Maple Leafs aussi. Là. Mais on a un petit peu moins l'historique chez les Jets. Fait que c'est dommage, mais je pense que c'est quand même une saison que tu peux être fier. C'est comme Elliot Freeman dit souvent, c'est pas quand tu perds en série, c'est contre qui. Ça. Des fois, c'est juste... Tu sais, Tampa en première ronde, là, tu dis... Je ressors l'exemple de Tampa, tu perds en première ronde. OK, oui, mais tu as perdu contre qui? Une équipe qui s'en va genre à sa 3e finale de conférence de suite, qui s'enligne pour une 3e finale à la Coupe Stanley en 3 ans. Exact. Il n'y a rien vraiment de trop gênant là-dedans, là. Mais ça prend un vainqueur, malheureusement. C'est ça la beauté et ce qui fait aussi que c'est les séries éliminatoires, c'est que tu dois avoir une équipe à t'éliminer, des équipes sur qui on place beaucoup d'attentes pendant la saison régulière, mais bon, il faut quelqu'un qui gagne. D'ici là, les gars, j'ai besoin de votre prédiction finale. Alors, on dit ça, tout ça. Stars, Oilers, combien de matchs et qui l'emporte? Félix, toi en premier. Stars en 5. Pop? Oilers en 6. Je ne sais pas pourquoi,
Mais Edmonton vont trouver un moyen. Je ne sais pas comment, mais ils vont trouver un moyen. Comme ça. On passe à l'Est. Félix, Panthers, Hurricanes. Panthers en 7, mais ça va être... Ma prédiction, c'est 257 mises en échec par match. Pas impossible. Pas impossible. Pop, tu dis? Je rajoute sur la prédiction à Félix, il va y avoir 257 mises en échec par match et 1,5 buts par game durant toute cette série. La série la plus défensive de l'histoire de la LH. On va retrouver le prime de la trappe du milieu des années 90. 1-0, t'as gagné, man. C'est sûr que l'amateur moyen va pas trop apprécier ça, mais tu sais quoi? Les connaisseurs de palais vont l'apprécier, celle-là, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, les gars aussi, bref, ce qui met un peu fin à cette couverture de la LNH, mais juste avant aussi, pour nos amateurs de hockey junior aussi, on a un beau tournoi de la Coupe Mémorial qui s'en vient à Rimouski. On enregistre ça, puis c'est pas encore terminé la finale de la LHJMQ entre les Wildcats de Moncton puis l'Océanique de Rimouski. Mais Rimouski étant déjà l'équipe haute, fait en sorte que les Wildcats sont automatiquement qualifiés pour le tournoi. Les gars, de quoi avez-vous le plus hâte de voir de ce tournoi-là? Est-ce que c'est de voir le prospect québécois Caleb Desnoyers du prochain repêchage, ou est-ce qu'au contraire, on a envie de voir la force que sont les Knights de London, ou est-ce que c'est un petit joueur qui joue pour Medicine Hat qui s'appelle Gavin McKenna? Écoute, moi, ce que je regarde beaucoup, c'est l'Ouest en ce moment parce que l'Ouest, depuis 3-4 ans, produit des produits générationnels absolument dégueulasses. Tu sais, je regarde, il y a quelques années, il y a Matthew Savoie, c'est pour ceux qui sont moins familiers et qui se rappellent de Matthew Savoie. Ce gars-là a joué quasiment une demi-saison exceptionnelle à 15 ans, il y a quelques années. Après ça, Connor Bedard est arrivé, Gavin McKenna est arrivé, et là, tu as Lennon Dupont, tous dans la même ligne dans un stretch de 4-5 ans, ce qui est absolument dégueulasse. Et aussi, historiquement, l'Ouest fait piètre figure à la Coupe Memorial depuis 10-11 ans à peu près. Moi, ce que je regarde Medicine Hat, je me dis, j'espère que l'Ouest va réussir à faire de quoi de correct. Le problème, c'est qu'on joue à 2h30, 3h du fuseau horaire en s'en allant vers l'Est. Il ne faut pas oublier une affaire. On parle beaucoup de Gavin McKenna et tout ça, mais je veux juste vous rappeler aussi qu'il y a un certain Caden Ledstrom qui est revenu au match 1 de la finale à WHL. Parle-moi d'une équipe junior, tu te dis, hey, c'est-tu quoi? Un gars drafté 4e overall au dernier repêchage fait un retour au jeu juste avant la finale de notre ligue. Pas trop pire. Moi, je dis ça de même, mais je regarde beaucoup Medicine Hat. Ce que je veux voir aussi, est-ce que Easton Cowan va réussir à battre certains détraqueurs dans ce tournoi-là? Oui, parce qu'il y en a évidemment du côté de London. Mais puis écoute, Bob, tu parlais de Caden Lindstrom. Andrew Basha aussi qui est revenu, qui est un énorme morceau à Medicine Hat. Ça fait quand même 3 énormes attaquants. Là. Gavin McKenna, Caden Lindstrom, Andrew Basha. Watch out! Il y a du punch offensif là. Mais évidemment, je pense que Caleb Desnoyers va être surveillé. Peut-être un peu moins à Montréal que si le Canadien avait encore pêché dans le top 5. Là, je pense qu'on ne jaserait que de Caleb Desnoyers à la Coupe Memorial. Oui, c'est sûr. Mais là, évidemment, McKenna est un nom qui fait extrêmement réagir. On surveille plus Gavin McKenna que les espoirs qui sortent au prochain repêchage. Je veux dire, ce repêchage-là, les gens pensent... C'est un peu comme le repêchage de Juraj Slavkovski. Là. On pensait déjà à Connor Bedard à ce moment-là. Fait que c'est un peu la même situation en ce moment. McKenna a tellement tout défoncé cette année, man. Ça va être un gros tournoi pour lui aussi, prouver qu'il peut encore le faire dans une grosse compétition. Peut-être aussi ses derniers pas dans le junior aussi. Peut-être parce qu'il y a des grosses rumeurs qui disent qu'il irait jouer universitaire américain l'année prochaine pour son année de draft. Exact. Puis de plus en plus, il y a des joueurs qu'on soupçonne qui vont dire Caleb Desnoyers aussi, ça a été évoqué d'ailleurs, peut-être un studio dans l'NCAA. Parce que évidemment, les joueurs peuvent être payés là-bas. Puis tu gagnes quand même une certaine notoriété aux yeux de certains dépisteurs de la Ligue quand tu joues aux États-Unis. Un jeu qui se rapproche un peu plus du jeu professionnel selon certains recruteurs et tout. Donc, ça va être intéressant à voir. Les Knights qui sont une machine, comme tu l'as dit.
Back-to-back, baby. L'Océanique qui ils vont être là. L'équipe locale, habituellement, ça ne fait pas tout le temps un long parcours dans ce tournoi-là, mais on a quand même eu des belles histoires par le passé des équipes locales de ce tournoi-là. Eh bien oui, je pense que la grosse histoire, ça va être Medicine-Hat. Qu'est-ce qu'on va voir à Medicine-Hat durant cette compétition? Ben, l'Océanique a quand même fait du chemin cette saison pour construire le club le plus compétitif possible. Tu sais, je veux dire, oui, il allait recevoir le tournoi, mais Christy, ils ont quand même mis les efforts de se construire un bon club en allant chercher Jonathan Bouchon. Il n'y avait pas le choix. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que c'est genre 8-9 joueurs qui ont transigé pendant la saison régulière pour avoir ce club-là. Puis, regarde, ils sont en finale, puis ils sont toujours là, puis ils ont forcé la tenue d'un 6e match. À suivre s'ils vont être capables de forcer la tenue d'un 7e match. Là, par contre, c'est sûr que pour eux et Moncton, ça va être de loin les équipes les plus fatiguées de ce tournoi-là, parce que là, je pense que ça commence jeudi, puis là, possiblement un match 7 qui s'en vient, puis là, tu joues avec un petit décalage horaire Rimouski-Moncton. Ça commence à faire beaucoup de hockey dans le corps pour des jeunes. Décalage horaire d'1 heure. Là, j'ai vu pire comme décalage horaire. Ne sous-estime pas le pouvoir du décalage horaire d'1 heure. Anyways, ça va être le fun. Les gens de Rimouski vont avoir du fun. Toujours un beau tournoi dans l'année, la Coupe Mémorial. Toujours super excitant de voir les prospects de la sorte. Les gars? C'est pas juste dans la LNH que nous avons des finales de conférence qui arrivent à grands pas. Également dans la NBA, parce que le timing fait si bien les choses pour faire en sorte qu'on peut enregistrer aujourd'hui et aucune partie de finale de conférence ne s'est donnée. Puis, Pop, mention très spéciale à toi pour cette première finale de conférence dont on va parler. Les Knicks de New York ont éliminé les Celtics de Boston, champions en titre. Bien sûr, il y avait la fameuse blessure à Jason Tatum assez dégueulasse et honnêtement, c'est très dommage. C'est une blessure très laide. On aurait préféré qu'il soit là. Puis regarde, ça fait partie du sport. Mais bref, les Knicks qui joueront contre les Pacers de l'Indiana. Puis juste avant de te laisser la parole, Pop, je veux juste ramener un commentaire. Je ne sais plus qui avait dit ça en fait d'un analyste télé. Comme quoi, ces séries éliminatoires-là, de la NBA, c'est pas mal les meilleures séries éliminatoires qu'on a eues depuis cette décennie, depuis 2020. Et puis, le niveau de jeu physique qu'il y a et qu'on accorde également au niveau de l'arbitrage, ça fait penser à du basketball des années 90. Et quoi de mieux que du basketball des années 90 qu'une finale de conférence Knicks-Pacers? Hey, mais... oui, les séries sont bonnes, mais je pense que la deuxième ronde fait beaucoup de heavy lifting. Là, je pense pas qu'en première ronde, on avait... on avait quelques petits joyaux dont... C'était nice, mais c'était pas comme exceptionnellement remarquable. Ouais. OK, regarde, tu vois... C'était fun, mais... C'est ça, tu vois, le niveau d'attente était tellement bas qu'un produit correct a fait en sorte qu'on a bien aimé. Exactement. Mais c'est juste fou de penser que la dernière fois que les Knicks se sont rendus en finale de conférence, le père de Jalen Brunson jouait pour les Knicks. c'est juste fou à quel point. Et, messieurs, je vais juste vous faire une petite joke en passant. Allez googler les numéros de Rick et Jalen Brunson, s'il vous plaît, si vous avez le temps. Uh-oh. Le numéro de Rick Brunson, Brunson, Jalen, c'est 11. Rick avec quoi? Je pensais pas que vous feriez le live, là, mais... Ah, non. Non, Pop, non. Oh, non. Oh, écoute, on va vous laisser à la maison deviner quel est nos chiffres. Le numéro de Rick Brunson, ça peut vous aider. Jalen porte le 11, puis il joue à New York. En tout cas, on va... écoute, je vais revenir un peu sur ce que tu disais, le jeu physique, Mio. Tu sais, oui, on a du basketball des années 90, mais si tu veux du jeu physique, regarde ce qui se passe dans l'Ouest. Tu veux une série qui va jouer physique, qui va profiter de ça. Le Thunder, les Timberwolves, ça va jouer... ça va être quelque chose, d'après moi, cette série-là. Mais on va revenir un peu à Knicks Pacers, qui d'ailleurs, on attendait Cleveland-Boston depuis le début de l'année. Depuis genre... On pouvait même pas dire depuis le mois d'octobre, genre depuis le mois de juillet, genre. Ouais, mois d'août, là. Tout semblait indiquer que ça allait être ça pour qu'au final, Cleveland implose
et Boston ne se remettent pas de Jason Tatum qui se blesse. D'ailleurs, les Knicks qui menaient quand même cette série-là avant, les Knicks étaient en voie de prendre une avance de 3-1 dans cette série-là avant que Tatum se blesse. Puis peut-être que les Celtics seraient montés, mais il va toujours avoir ça. Là. Mais tu sais, c'est ça. On s'était quand même dit sur le programme, tu sais quoi, je pense que les Celtics vont quand même l'emporter parce que ça a juste pris comme le pire match de la saison des Celtics pour que les Knicks les battent par 3 points. Mais bon, effectivement, la blessure à Jason Tatum est arrivée. Puis ben là, depuis là, les Knicks ont juste profité de l'occasion pour comment on peut dire ça en anglais? Deal the killing blow. Ouais, c'est ça, donner le coup fatal. Insérer la dague. Exact. Ouais, c'est ça. Puis ça sera une dague longue aussi pour les Celtics parce que Jason Tatum ne reviendra pas cet automne. Là. Oui, non, clairement pas. En tout cas, on espère le revoir la saison prochaine, peut-être après le match des étoiles ou quoi que ce soit. Mais tu sais, mettons, avant de juste, tu reviens là-dessus, Félix, mettons, là, juste avant que tu reprennes la parole. Tu sais, Jason Tatum, est-ce qu'on va le voir l'année prochaine tout court? Si, mettons, disons les Celtics, on dit, mettons, une 5e place dans l'Est. Le reverrais-tu? Je pense que oui. Je pense que si on est en position de faire les séries, la question, c'est est-ce que les Celtics vont être capables? Puis là, tu me dis, oui, on est dans l'Est, on a un bon noyau. La facture s'en vient avec la taxe de luxe pour les Celtics. Il va falloir que des morceaux quittent éventuellement. Drew Holiday, Kristaps Porzingis, ça risque de possiblement quitter pendant la saison morte. Évidemment, l'état de santé de Kristaps Porzingis qui inquiète vraiment beaucoup en ce moment. Là. On ne sait pas trop quelle maladie. Ça a vraiment l'air compliqué. C'est Joe Mazzulla qui disait que Porzingis avait de la difficulté à respirer. Il était seulement disponible en cas d'extrême urgence, mais le gars n'arrivait pas à respirer. Ça fait 2 mois qu'il est malade, puis il n'a plus joué. Puis... En tout cas, c'est vraiment, vraiment complexe comme situation. Très vibe de COVID long. Ça ressemble un peu à ça. En tout cas, je ne suis pas médecin du tout, fait que je me prononcerai pas là-dessus, mais c'est vrai que ça a des allures un peu de ça, je te le concède, Pop. Mais bref, tout ça pour dire que c'est dommage pour les Celtics, il va falloir se demander qu'est-ce qu'on fait. Mais il faut aussi, honnêtement, donnons de l'amour aux Knicks, parce que cette série-là, les Knicks ont vraiment été allés chercher. On a travaillé fort quand même parce que les Celtics se sont bien battus. Match numéro 5, le premier sans Jason Tatum, les Celtics ont dominé les Knicks. On leur a sacré une bonne volée, comme on dit, de façon très familière. Les Knicks, évidemment, qui ont fini par remporter cette série-là, mais les Knicks sont pour vrai. Je pense qu'il faut les prendre pour vrai. Et on va affronter une autre équipe qu'on doute d'eux depuis le début des séries un petit peu, mais les Pacers ne font que gagner. Ils gagnent. Tyrese Haliburton, je ne sais pas qui a voté pour Tyrese Haliburton comme joueur le plus overrated, mais je commence... Je veux des noms. Mais sais quoi ma théorie? C'est que ses propres coéquipiers des Pacers se sont dit, man, on va tellement y mettre le feu au cul, on va tous voter pour lui. Puis il a absolument pas pris le manque de respect. Fait que depuis ce temps-là, il est absolument inarrêtable. Puis les gars autour de lui en Indiana qui sont excellents. Man, c'est rendu que j'ai de la misère à me dire que, objectivement, tu me demandes qui va gagner cette série-là. Instinctivement, je te dis les Knicks. J'ai même pas de 25 cents à faire flipper devant moi, là. Mais il y a une partie de moi qui se dit, man, je peux pas prendre contre les Pacers. Les Pacers ne font pas gagner. Ils ont fait imploser Cleveland, qui avait l'air d'une machine de basketball depuis le début de l'année. On les a dominés, man. Dominés, et on a aussi provoqué probablement la fin des Bucks de Milwaukee tels qu'on les connaît aussi, là. C'est en ce moment le fameux meme de la mort qui cogne à la porte. Les Pacers me font vraiment penser à ça en ce moment. Puis je commence à me demander si la prochaine porte sur laquelle on va cogner, c'est pas celle des Knicks. Petite parenthèse là-dessus, juste pour rire, on vient de mentionner les Bucks. Les rumeurs de Giannis Antetokounmpo sont au pic. Et qu'est-ce que Giannis Antetokounmpo fait? Fait une session Q&A sur Twitter. N'est-ce pas l'affaire la plus Giannis Antetokounmpo que tu peux jamais trouver? Et à la question, quel est ton aréna préféré sur la route? New York. Qu'est-ce que tu pensais? Les Knicks sont en finale de conférence. Les fans sont en train de se dire qu'ils échangeraient tout le monde dans l'équipe sauf Brunson pour aller chercher Giannis. Sérieux, il y a juste à New York que ça peut arriver. Non, c'est pas les Lakers, ça pourrait arriver. Non, c'est ça. Non, parle-moi pas. C'est réel. Giannis avec les Lakers. Bref, on revient au sujet de ce programme-là.
Oui, on a une super belle finale de conférence dans l'Est. Puis honnêtement, tu as dit, Mio, basketball des années 90, on a deux équipes vraiment très 90. Et de l'autre côté, on a peut-être le duel d'équipes le moins 90 de l'histoire avec le Thunder qui n'existait littéralement pas et les Timberwolves qui sont la risée de la Ligue depuis des années. Mais man, on a ces deux équipes-là qui sont bâties exactement pour ce basketball-là et qui, de 1 à 8, disons, là, au niveau de l'alignement, ont peut-être le meilleur 1 à 8 de toute la Ligue des deux côtés. Puis c'est drôle parce que je regardais tantôt le match du Thunder, puis j'en jasais avec les gars. Tu regardes n'importe quel gars de la rotation des Timberwolves et du Thunder, puis tu te dis, man, il fit parfaitement avec l'autre équipe. Pour moi, c'est deux équipes extrêmement similaires. Je pense qu'on va avoir une super bonne série entre ces deux équipes-là. Les matchs, on a eu 4 matchs entre ces deux équipes-là pendant la saison. Ça a fini 2-2, dont la fameuse remontée de 25 points des Timberwolves contre le Thunder pour aller chercher une victoire qui n'avait aucun maudit bon sens. En ce moment, la seule affaire qui départage un petit peu les deux équipes, c'est que les Timberwolves ont eu un petit peu plus de repos après la deuxième ronde. Mais le Thunder a eu des matchs, on parlait comme quoi la semaine passée, est-ce que le Thunder a vécu assez d'adversité? Là, ils en ont vécu de l'adversité. Là, on avait de l'adversité au match on a perdu le match numéro 6. Comment on répond au match numéro 7? En sacrant une énorme volée aux Nuggets de Denver. Fait qu'on a montré qu'on peut répondre à l'adversité. Sérieusement, j'ai l'impression que cette série-là s'en va en 7. Je pense que ça va être une incroyable série. Je pense que les deux équipes vont avoir leur moment. Puis, man, sérieusement, je pense qu'il pourrait y avoir des matchs parce que ça finit 78-76. Ces deux équipes qui sont tellement bonnes défensivement, man, ça pourrait donner du super beau basketball, super physique, bas pointage. Puis étonnamment, c'est drôle parce qu'en saison régulière, ça marquait des points ces deux équipes-là en masse quand ils s'affrontaient. Mais je pense que c'est un nouveau basketball en ce moment dans ces séries-là. Puis je pense qu'on va avoir un super beau match-up. Anthony Edwards contre Shai Gilgeous-Alexander. Julius Randle contre Jalen Williams. Rudy Gobert contre Lou Dort. Ah, puis écoute, en passant d'ailleurs, parlant de Rudy Gobert, moi je suis juste à dire quelque chose parce que pendant des années, on m'a dit la phrase « Tu ne peux pas gagner avec Rudy Gobert ». On m'a répété ça. Il y a quelqu'un sur le podcast, je ne dirais pas qui, un de mes deux co-animateurs ici, qui m'a répété à maintes et maintes reprises que tu ne peux pas gagner avec Gobert. Ce gars-là est une plaie sur le terrain. Depuis que Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont quitté l'Utah, Donovan Mitchell n'a aucune finale de conférence. Rudy Gobert en a 2 consécutives et j'ajouterais même que Karl Anthony Towns a 2 finales de conférence consécutives. Je choisis d'invoquer le 5e amendement. Donovan Mitchell n'est pas à blâmer pour les déboires des Cavaliers. Non, mais est-ce qu'il n'était pas à blâmer pour les déboires des Jazz? Mais il y a une constance, par exemple. Alors, ça t'as peut-être un petit peu. Puis, on va dire, les Timberwolves, c'est pas juste une équipe de Gobert. C'est une équipe qui est bien bâtie en tabarnak. Puis, on a vu même l'année passée, en plus, équipe bâtie parfaitement pour voir les Nuggets. Félix, est-ce que tu aurais voulu voir low-key les Nuggets gagner pour encore avoir cet affrontement favorable aux Timberwolves? Non, moi je veux meilleur contre meilleur. Je pense que c'est cette série-là. Tu veux stresser, là, tu veux angoisser. Ouais, tu sais quoi? Parce que je pense que c'est sûr que je fais une crise cardiaque avant la fin de la série. Mais ça va se rendre dans. Écoute, tu me demandes, j'espère que ça va faire les Wolves en 4, mais je pense que pour la qualité du produit sur le terrain, cette série-là mérite d'aller en 7. Parce que je pense qu'en ce moment, c'est facile de voir le Thunder favori. Je pense que tu peux défendre les Timberwolves, mais je pense que cette série-là va être une longue série. Je pense que ça va se donner des coups de poing. Là, tu sais, l'image qui est en tête des boxeurs qui n'ont plus de jus, mais qui continuent à se donner des coups qui n'ont pas de bon sens. Là, je pense que ça va ressembler à ça, cette série-là. Ça va être un énorme combat entre deux équipes qui se ressemblent. C'est 2 équipes qui se ressemblent beaucoup. Puis on est construit autour d'un garde hyper productif offensivement, avec des éléments de soutien pour l'aider. Puis des gars extrêmement défensifs, un banc extrêmement profond. J'ai hâte de voir, par exemple, comment le sifflet va impacter cette série-là. Shai Gilgeous-Alexander, on en a parlé à maintes et maintes reprises, est excellent pour aller chercher des fautes. Est-ce que là, si on a un petit peu moins de fautes qui sont appelées, est-ce que là, ça va avantager un peu plus les Timberwolves? Anthony Edwards, qui n'a pas nécessairement ce sifflet-là de son côté,
puis les Timberwolves qui défendent extrêmement agressivement. Jalen McDaniels se ramasse en problème de faute match après match. Puis j'ai hâte de voir aussi les alignements défensifs qu'on va sortir. Le Thunder, je pense que c'est facile. Je pense que tu envoies Alex Caruso sur Anthony Edwards, mais qui va gérer Julius Randle? C'est qui le gars? D'après moi, c'est Jalen Williams, mais est-ce que tu veux que Jalen Williams se ramasse à jouer contre la brute qui est Julius Randle, qui ne veut pas ça être le joueur le plus talentueux et joue tellement physique? Est-ce que tu veux épuiser Jalen Williams comme ça? Il y a des super beaux match-ups de coaching. Il y a un switch que tu pourrais faire avec Jalen Williams et Lou Dort là-dessus. Oui, Lou Dort pourrait s'en occuper, mais Randle est un plus gros bonhomme que Lou Dort. Puis j'adore Lou Dort, là, mais il y a des super beaux match-ups défensifs qui vont En fait, Julius Randle, son pire match-up, c'est lui-même. Oui, c'est quand Julius Randle décide de sortir d'un match et qu'il va sortir de là comme un grand. C'est ce qu'il a sorti de New York. Absolument. Puis Julius Randle, les 2 seuls mauvais matchs qu'il a connus dans toutes les séries, c'est ses matchs numéro 1. Fait préparez-vous, c'est très possible qu'il y ait son fameux stinker de match numéro 1, mais devrait se replacer après. Mais les Timberwolves ne gagneront pas si Julius Randle n'est pas bon dans cette série-là. Tout comme le Thunder ne gagnera pas si Jalen Williams n'est pas bon dans cette série-là. Shea et Anthony Edwards, tu sais que ces gars-là vont être là match après match, mais je pense que ça va être un duel de numéro 2. Je pense que c'est là que ça va faire la différence. On a même le numéro 3, je pense. Peut-être le numéro 3, peut-être que ça va prendre. Si Jalen McDaniels est capable de lever son jeu d'un cran comme il le fait par moment, ça va amener une dimension. Si Dante DiVincenzo peut arrêter d'être un problème à chaque fois qu'il met les pieds sur le terrain, ça va vraiment aider. Et je me demande comment Mike Conley va être capable de se sortir d'affaires dans cette série-là. Mike Conley qui est encore capable de produire offensivement, mais défensivement, c'est difficile par bout. Les Timberwolves sont beaucoup moins efficaces sans Mike Conley sur le terrain. Nickeil Alexander-Walker, Dante DiVincenzo, c'est des points de garde corrects en sortie de banc, mais l'attaque roule beaucoup moins bien quand Mike Conley n'est pas là. Est-ce que défensivement, il va être capable de survivre dans une série comme ça? C'est ce que je me demande. On va suivre ça. C'est sûr que les 2 finales de conférence, je pense qu'on peut s'accorder que ça va être des séries de 7 matchs à qui ça va aller, ça à suivre. Ce qui est sûr, au moins, ce qui est cool avec ça, c'est que là, on a 2 Québécois. On a parlé de Gansdorp et Bénédicte Mathurin avec les Pacers qui participeront à ces finales de conférence. Les gars, aussi, on est officiellement là, dans cette nouvelle génération de joueurs vedettes de la NBA. Ça ne passera pas par Kawhi Leonard, ça ne passera pas par LeBron James, ça ne passera pas par Kevin Durant pour se rendre jusqu'en finale. C'est frais. C'est frais, ce sont des nouveaux visages. Ce sont justement les Shai Gilgeous-Alexander, les Anthony Edwards, Jalen Brunson, Tyrese Haliburton. C'est cette nouvelle génération. On est officiellement dedans et l'un de ces 4 joueurs que je viens de mentionner, les gars, aura son premier championnat et aura son premier mot à dire dans cette nouvelle génération. Il y a un autre gars que tu as oublié qui va avoir son premier championnat. Rudy Gobert va avoir son premier championnat pour mais pas juste ça, Mio. On parle de nouvelle génération de joueurs, mais peut-être aussi une nouvelle génération de franchises qui vont take over de la NBA. Parce que si tu regardes ça, les Timberwolves, aucun championnat. Les Knicks de New York, la dernière fois qu'on a gagné un championnat, c'est 1973. Les Pacers n'ont jamais gagné le championnat. Le Thunder d'Oklahoma City n'a jamais gagné le championnat en théorie, mais les Supersonics avaient gagné en 1979. Une de ces équipes-là va remporter un championnat. Tu sais, dans le pire scénario, l'une des franchises va gagner un championnat pour la première fois en 45 ans. Ça va être juste incroyable. Et je me dis que pour une ligue qui a été longuement étiquetée comme « Oh, il y a juste 2-3 équipes, le reste, ça vaut rien, la saison régulière, ça vaut rien », on va avoir officiellement un 7e champion différent dans les 7 dernières années, après avoir eu 4 ans de finale Warriors-Cavs. Pour ça, j'applaudis la NBA de ce côté-là. Oui, c'est bien fait. Puis Mio, puis après ça, on changera de sujet, là, mais Pop, tu l'as dit, tu es une des équipes qui va prendre un peu le contrôle de la NBA. Je suis pas d'accord avec toi pour une raison. La nouvelle convention collective fait en sorte que des dynasties, c'est extrêmement difficile à construire. Puis c'est aussi la raison pour laquelle on a cette parité-là. Mais tu vas voir des nouveaux marchés au sommet de la NBA, sans dire que ça va faire une dynastie, mais au moins tu vas voir des nouveaux marchés. Un Golden State. Tel que l'Indiana. Un Lakers, ça sera peut-être pas encore là pour encore 5 ans. Un Boston, c'est encore là, mais combien de temps ça peut encore durer? L'année prochaine, ça ne durera pas vu que Jason Tatum n'est pas là. Tu vas voir du 109 en tant qu'organisation dans les top dogs de la NBA. Là.
Ça, c'est sans compter des équipes comme Memphis et Houston qui ont fait des gros pas en avant cette année. Là. Oui, 100%. Puis, mais mon point dans le fond, c'est que cette nouvelle convention collective-là permet cette parité-là. Puis je pense que de plus en plus, la NBA, à ce niveau-là, va se rapprocher un peu de la NFL dans le sens où ça se peut que des fois, tu aies des bouts rough. Tu as 3-4 années vraiment rough, mais tu ne resteras pas dans le cave 20, 30, 40 ans. Tu vas finir par sortir de là. Tu sais, les Timberwolves sont un bon exemple. Les Timberwolves ont été la risée de la Ligue pendant 25 ans. 2 finales de conférence de suite. C'est la première fois depuis les Warriors qu'une équipe se rend en 2 finales de conférence consécutives. Veut pas. Donc, cette nouvelle convention collective-là permet un renouveau dans ces équipes. Les rebuilds sont beaucoup moins compliqués qu'on voit, mettons, dans la MLB, par exemple. Parce que les grosses équipes ne peuvent pas payer tout le monde. Avec la nouvelle taxe de luxe, tu es obligé de la démanteler plus rapidement. Le talent se répartit un petit peu plus. Oui, mais la MLB aussi a des taxes de luxe, et pourtant. Ouais, les Dodgers, ça s'arrange. Exactement. Puis, justement, on a un parfait exemple. 3 des 4 équipes ne sont pas nécessairement de gros marchés ou de gros marchés américains en général. Ouais. On parle du Minnesota, on parle de l'Oklahoma et de l'Indiana. 3. Ah non? 3 places que tu sais que Stephen Smith il chiale parce qu'il va devoir se déplacer dans une de ces villes-là pour les finales. Ah, mais Indiana, Minnesota, il s'en sort pas, je pense. Vous comprenez un petit peu le concept avec ça. Donc, non, c'est ça, ça va être extrêmement le fun. Bien hâte de suivre ça. D'ailleurs, on parle de tout ça de parité. Juste mention spéciale pour les Mavericks qui remportent la loterie du repêchage. Et avec des chances de 1,8%, qui sont encore plus. Les Islanders, c'était combien, Pop? C'était dans ces eaux-là. Je pense que c'était 1,5, 1,4. Parce qu'il me semble que les deux ensemble, ça faisait comme 5%. Je pense que c'est 3,5 pour les Islanders et 1,8 pour les Mavericks. Je vais te confirmer ça. Enchaînez, je fais la recherche, je vous reviens. Mais bref, Islanders... je sais que 3,5, c'est pas comme ça que ça marche les maths. Je sais que il n'y a pas 5,3% de chance que ça arrive. Là, mais les Islanders de New York ont défié les odds en gagnant la loterie 2025 avec 3,5% des chances. À 3,5%, à quel point on a capoté que ce soit à 3,5%, les Mavericks ont réussi à faire mieux. Les Mavericks qui, OK les gars... Les Mavericks qui ont échangé Luka Doncic. On se dit, c'est de loin la pire transaction. À la lumière de Anthony Davis qui n'est pas capable de rester en santé, Kyrie Irving qui se décrisse le genou, ont réussi à tanker juste assez pour avoir, je sais pas moi, 1,8% de chance d'avoir le premier choix au total, qu'on réussit à le faire et qui d'ailleurs, Nico Harrison, était au dernier match de la saison des Lakers contre les Timberwolves en séries éliminatoires, était à Los Angeles dans l'aréna et bizarrement, savait qu'une caméra le regardait et donne un side-eye comme on n'a jamais vu. Et puis là, Pop, on a sorti les fameux memes dans ce temps-là de Brian Windhorst qui pointe de même. Sait-il quelque chose? Est-ce qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas? Pourquoi est-il dans l'aréna? Et là, on se retrouve 2 semaines plus tard. Il gagne la loterie du repêchage. Je veux pas mettre mon chapeau d'aluminium, mais est-ce que ce gars-là sait quelque chose qu'on ne sait pas? Non, tu l'as, ton chapeau d'aluminium, yo, je le vois sur ta tête, ton beau chapeau d'aluminium. C'est-il quelque chose qu'on ne sait pas de flipper Luka Doncic pour probablement le seul joueur qui a un plafond plus haut que Luka Doncic? Pas nommé Victor Wembanyama, mettons. Là. C'est incroyable à quel point la vie change vite. Hein? Tu sais, on parlait de Brendan Shanahan qui avait la plus grosse sécurité d'emploi. Je pense qu'à l'autre extrémité du spectre du sport américain, je pense que tu avais Nico Harrison qui avait la moins grande sécurité d'emploi de toute la NBA. Et ce gars-là va peut-être s'acheter 2-3 ans, peut-être. Non, mais vous n'avez pas la vision, les boys, parce que ce qui va arriver, là, c'est que là, les Mavericks sont le premier choix. Okay? Puis Nico Harrison va prendre le téléphone, puis il va appeler les Lakers. Puis il va leur dire, hey gars, envoyez-moi Bronny James.
puis je vous donne le premier. Non. Puis ça va se régler cette fois-ci autour d'un autre café avec ça. Mais non, mais c'est parce que t'as pas la vision pour ça non plus, parce qu'il veut Bronny James pour faire imploser les Lakers, parce que LeBron va vouloir s'en aller. Il est pas fou, man. Il a la vision, toi. Puis tu lui donnes Cooper Flag avec ça. Je pense pas ça de ton plan d'implosion, là. Non, man. Le plan, ça va tout imploser. Luka, il va commencer à boire, puis tout, puis ça va imploser. Le point d'implosion, on va ramener Bronny James, on va faire imploser LeBron, puis t'as Cooper Flag va se faire repêcher, puis il va dire non, sais-tu quoi? OK. Parenthèse, je retourne à Duke. Fuck you. Je ne signe pas avec les Lakers, je retourne à Duke. J'aime ça. Ça marche pas de même, je suis pas mal sûr. Je pense que ça ne fonctionne pas de même. Non, mais tant qu'à lancer les théories du complot puis les scénarios farfelus, pourquoi pas? J'aime ça. Pourquoi? Il va trouver une nouvelle règle. Comme Caleb Williams qui voulait pas aller avec les Bears, là, puis qui voulait passer par une ligue alternative pour pas aller là. C'est même affaire, man. Hey, par la CBL! Ça vient avec l'Alliance, man. Cooper Flag et Austin Reeves dans la même équipe. Tous les white boys aux États-Unis vont devenir des fans des Lakers. Luka Doncic est là aussi. Ah boy. Tu ramènes genre Tyler Hero là-dedans, puis Gordon Hayward, pourquoi pas, rendu là. Il est à la retraite, je m'en fous. Sors de la retraite, man. Vous l'aurez entendu ici en premier. Anyways, les gars, pour finir un peu sur le basketball, là, on avait le coup d'envoi de la saison de la LECB. D'ailleurs, Félix a mentionné l'Alliance en ce dimanche. L'Alliance qui recevait les Honey Badgers de Brampton à l'auditorium de Verdun. Bon, ce qu'on a vu de l'Alliance, c'était excellent. C'était une victoire, mais il faut quand même faire attention parce que c'était contre l'une des pires équipes en prévision de cette saison de la LECB. Toutefois, quand même, l'Alliance qui s'est montrée dominante et que ça s'est terminé sur une performance de 21 points de Quincy Guerrier. Puis honnêtement, on le voyait aller durant le match. Puis on voyait aller tout le match. T'es comme, man, l'affaire, c'est que tu as du monde qui joue un peu des ligues partout dans le monde, ça. Puis on peut bien rire de la G-League puis tout ça, mais cet entraînement-là, on va dire pseudo-NBA, ça paraît pour Quincy Guerrier qui est vraiment juste plus grand, plus fort. Puis il y a tous les petits intangibles, puis juste un sens du basketball tellement supérieur que tout le monde sur le plancher. Puis on va juste souhaiter que ça continue de même. Mais bon départ pour Quincy Guerrier. Puis les gens se sont pointés, puis c'était vraiment le fun. Plein de partisans qui étaient là pour venir le voir. Puis c'est juste le fun d'avoir des bons noms de même au Québec pour venir supporter Quincy Guerrier. D'ailleurs, Chris Boucher qui était là dans les gradins pour le supporter. Lou Dort qui était occupé à aller en finale de conférence de l'Ouest. Le monsieur avait d'autres priorités. Là. Parce que c'était pas le basketball québécois, Lou, c'est correct. Parce que d'habitude, là où Chris Boucher est, à l'Alliance, Lugansdott et Bénédicte Mathurin sont là. Ouais. Mais les deux sont occupés à jouer des séries de la NBA puis à être en finale de conférence. Hey. Chris Boucher. Je te dis, Lou Dort devrait y aller, laisser les Timberwolves aller en finale. Moi, ça me ferait vraiment. Même si Shea Gilgeous-Alexander veut y aller avec lui, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Et pendant ce temps-là, Chris Boucher est en train de se battre pour avoir des minutes chez les Raptors, ce qui est assez décevant. Anyways, les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de baseball. Puis finalement, ça, c'est à cause des fucking séries éliminatoires. Okay? Déjà, deux choses. On se couche tard parce qu'on fait ça après que les matchs terminent. Mais bon, c'est pour le contenu. Mais ça fait aussi en sorte qu'on n'a pas beaucoup de baseball qui passe. Puis là, finalement, on a un petit peu de baseball pour vous cette semaine. On a 3 petits sujets à vous jaser. Puis j'ai envie de prendre le relais avec ça. Félix, je te regarde parce que c'était un retour de l'autre bord à la maison pour un certain Juan Soto avec les... Oui, je sais pas qui parle, je connais pas. Les gens des Yankees de New York. D'ailleurs, c'est un doute que j'ai regardé sur TikTok. Il dit hey, fan des Yankees avec Juan Soto, là. Il dit Juan Soto, là. T'étais avec les Yankees, t'étais un héros. Tu les as amenés jusqu'à une première présence en série mondiale depuis une quinzaine d'années. 2009. Ouais, c'est ça, depuis une quinzaine d'années. Tu avais le monde en ta portée de main. Peut-être que tu voulais pas retourner avec les Yankees. Mais t'es allé de l'autre bord de la ville. Puis ça,
Ça va chier pour ça. Puis ça me fait juste tellement rire parce que Pop, c'est tellement le sentiment tellement new-yorkais qu'ils habitent dans tous les sports. Puis, tu sais, encore une fois, on voit la ville en train d'exploser avec les Knicks qui s'en vont en finale de conférence. Quand le sport à New York va bien, tout va bien. Écoute, la section sportive du New York Post, c'est le New York Times là, qui fait. Tu sais, juste la section le New York Times que le New York Post existe encore. Ouais. C'est quasiment littéralement ça. T'enlèves le sport à New York, le New York Post n'existe plus. Là. C'est malade, man. C'est malade. Top 3 des meilleurs marchés de sport nord-américains. Tu sais, oui, c'est top gros. 1, man. Top 2, puis c'est pas le deuxième. Ouais, c'est ça. Top 1, man. Okay. Quand ça va bien à New York, il y a quelque chose de... Tu sais, LA, c'est cool. Boston, c'est cool, mais New York... Montréal aussi, c'est cool. Moi, je pense à Montréal. Montréal, c'est cool. On n'a juste pas le nombre d'équipes. Oui, mais... Parce que New York, c'est Montréal avec le Canadien, mais comme 4 fois, parce que t'as les Yankees, même un peu les Mets, t'as... Les Rangers, ils s'en crissent un petit peu plus, mais t'as les Knicks. Les Knicks, man, c'est la folie furieuse dès que les Knicks sont bons. Les Giants, les Jets, même s'ils jouent dans New Jersey, t'as cette folie furieuse avec tellement d'équipes à New York. Tu sais, à quel point ça fait jaser à New York, à quel point Félix, ça fait jaser à New York qu'un corps arrière de seconde main, parce qu'il est italien puis habite encore chez ses parents, c'est la grosse nouvelle. Man, Tommy DeVito est rendu une sensation. C'est malade. Ça n'a aucun maudit bon sens. Puis, non, New York est vraiment cool, man. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis pour revenir un peu à Juan Soto, cette série-là, clairement, il y avait une animosité dans le stade des Yankees. La première fois que Juan Soto est allé dans le champ droit, clairement, il s'attendait à se faire ruer et tout, mais au lieu de le huer, ce que les fans des Yankees ont fait dans les estrades, ils ont tourné le dos à Juan Soto. Toute l'estrade a tourné le dos à Juan Soto. Pendant, je pense que c'est la première demi-manche au complet. Je pense que c'est... Ouais, c'était pas gentil. Mais ça envoyait un message clair de « Gars, tu nous as tourné le dos. » Ben, nous aussi, on va te tourner le dos. Puis, il s'est fait tuer toute la semaine, man. À un moment donné, c'est ça, il attrape un fly, il se retourne, puis clairement, il se fait huer, puis tout, puis il regarde surtout, puis il trouve ça vraiment, vraiment drôle. Puis, c'est une game, man. C'est clairement, les fans des Yankees l'aiment pas. Lui, il est bien dans ce rôle-là du méchant, puis tout. Puis, c'était quand même une ambiance assez particulière. Puis, pour les fans des Yankees, il y avait quand même une belle justice parce que le match de ce soir, qui était le dernier match de la série, on se ramasse en 9e manche et qui frappe un monstrueux grand chelem pour donner la victoire aux Yankees. Cody Bellinger, qui a été acquis pour remplacer Juan Soto dans le champ. Sérieusement, Juan Soto, à soir, va se faire ramasser dans les rues de New York. Man. Les fuck Juan Soto, là, ça va partir. Vous allez entendre ça partout. Ça a vraiment fait du bien dans le Bronx de voir Bellinger se lever à ce moment-là. Puis c'est sûr que Bellinger s'est présenté au bâton à ce moment-là en se disant « Man, si je tape un circuit, ils vont m'aimer tellement! » Puis il a sacré l'autre bord un gros grand chelem, man. C'est vraiment, vraiment cool comme moment. Puis c'était pas une série parfaite pour les Yankees, mais même juste d'avoir battu Juan Soto de même, pour gagner la série, justement, là, parce que c'était le match ultime de cette série-là, les deux équipes étaient séparées les deux premiers matchs. Ça a fait du bien. De battre Juan Soto, c'est comme un dernier, ouais, mais tu sais quoi, on a gagné quand même, puis amuse-toi avec les Mets, puis c'est quand même cool. Puis cette fin de semaine-là, des rivalités dans la MLB, ça donne des moments vraiment cool comme ça, de toutes les équipes rivales qui s'affrontaient. Vraiment, vraiment cool, évidemment, à New York. La Subway Series, comme on l'appelle, la série du métro, ça a donné une super belle série. Puis les Yankees, justement, qui ont porté celle-là 2-1 pendant la fin de semaine. Au moins, les partisans dans Queens pourront dire que les Mets sont une meilleure fiche que les Yankees, pareil. Ouais, mais ils ont perdu contre les Yankees. Ça, c'est vrai. Ça, quand tu perds contre ton rival... En fait, non, les Mets s'en sacent. Les fans des Yankees sont juste contents d'avoir battu Juan Soto. Oui. C'est vraiment ça l'histoire de la fin de semaine. Peut-être que les Yankees viennent gagner leur série mondiale. Ben, sérieusement, il y a bien des fans des Yankees qui juste de gagner cette fin de semaine-là, c'est une petite victoire pour l'année. On s'en reparle au mois d'octobre. Ah oui, on s'en reparle.
Les gars, la saison est tellement lancée. Je veux dire, on se dirait déjà on compte en fin de saison parce que c'est déjà la chaise musicale des gérants qui est commencée. Déjà, on a Bud Black la semaine dernière qu'on a jasé un petit peu avec Pop, avec ses piètres performances au Colorado. Pas de lui, mais de l'équipe en soi, après une sacrée dégelée, une sacrée varlope même de 21-0. On a Brandon Hyde avec les Orioles de Baltimore. Honnêtement, les roues ont complètement débarqué sur ce chariot-là. Je tiens à rappeler, OK, pour les gens à la maison, que les Orioles, en 2024, on parlait de 91 victoires, puis en 2023, la saison d'avant, 101 victoires. Et puis, aujourd'hui, les gars, si on fait un petit peu de mathématiques, là, juste faire la moyenne, Pop, parce que je sais que tu es bon avec ça, si tu es capable de nous sortir 15 victoires en 45 matchs sur une saison complète, de quoi ça va avoir de l'air? Tu joues 333, c'est pathétique. C'est terrible. C'est terrible, terrible. Puis, écoute, oui, Brandon Hyde, je pense que je l'avais déjà dit sur ce podcast-là. Je ne suis pas un grand fan de Brandon Hyde en tant que gérant. Mais, man, Brandon Hyde paye pour des décisions qui ne sont pas les siennes en ce moment. Les Orioles avec Corbin Burns l'an passé, ça fait des années qu'on regarde les Orioles, qu'on se dit, man, il va falloir qu'il fasse quelque chose pour cette rotation-là. Il va falloir qu'on aille chercher des partants. On va chez Corbin Burns, c'est ouais, ok, c'est cool, est-ce qu'on le signe à long terme? Non, ça va en Arizona. OK, là, qu'est-ce qu'on fait pour la rotation? Puis personne ne trouve de réponse à cette question-là. Et ce qui devait arriver arriva. La rotation des Orioles est une réelle catastrophe. On accorde des points à tour de bras. L'enclos n'est pas mieux. On marque des points, mais je veux dire, quand tu en accordes 27, tu t'en sors pas. Tu sais, Brandon Hyde paye pour la négligence des Orioles par rapport à leur rotation. Et les Orioles sont aussi négligents pour signer leur jeune vedette. D'ailleurs, le Rutschman n'est pas signé à long terme. Gunnar Anderson n'est pas signé à long terme. Pas signé à long terme? Non, personne n'est signé à long terme là-bas. C'est les Orioles repoussent le problème à plus tard. On se dit à un moment donné, ça va se régler par soi-même. Non, ça ne se règle pas par soi-même, ce problème-là. On a une tonne de jeunes espoirs de qualité qui, on les a tellement laissés poireauter longtemps dans le système que la valeur de ces espoirs-là diminue de jour en jour. L'année passée, échangé, c'était Connor Norby et Carl Stowers. Non, c'était Connor Norby et Carl Stowers pour Trevor Rogers, qui est un partant médiocre des Marlins. Ça a eu l'effet que tu attendais. Les deux gars vont quand même bien à Miami. Pendant ce temps-là, Rogers est épouvantable. On a tellement été négligents envers cette rotation-là. On n'a pas été chercher les pièces de fondation qu'on avait besoin. Laisser partir Anthony Santander, je veux bien y croire, il n'y a pas une grande saison à Toronto, mais c'était quand même un leader de cette équipe-là. Le leadership de cette équipe-là, on a pris pour son argent. Puis on n'a juste pas de talent au niveau de la rotation en ce moment. Charlie Morton et ses 607 ans lance aux 5 jours. Ça n'a pas de sens, man. Tu le regardes lancer, il est complètement fini. Carl Gibson, on l'a signé pendant la saison morte pour solidifier la rotation. A lancé 4 départs, s'est fait sacrer dehors aujourd'hui. Je veux dire, ça ne marche pas à Baltimore. On a trop attendu avant de régler les problèmes qui étaient criants dans cette équipe-là. Là, on en a d'autres. On ne s'occupe pas d'Anderson, on ne s'occupe pas de Rutschman. Sérieusement, je m'attendais à voir les Orioles manquer les séries cette année. Sérieusement, je me demande si les Orioles, à quoi vont ressembler les Orioles l'année prochaine. Parce que si tu continues de négliger tout ça, et peut-être que tu te dis rendu l'échange Anderson, c'est pas pour le signer, échange Rutschman et tout. Puis, man, c'est terrible ce qui se passe à Baltimore. Puis en plus, t'as pas un nouveau propriétaire en plus qui est arrivé. Oui, qui avait dit qu'il voulait dépenser et à date, qui a signé personne. Puis, c'est quoi le peu dans tout ça? C'est que l'Est de l'américaine est pas tant aussi forte qu'on l'aurait pensé en début de saison. Là. Les Yankees les Red Sox, en bas de 500, ils sont deuxièmes. Là. Ouais, les Yankees, ils ont une bonne saga. Ouais, ça, les Yankees ils sont bons. C'est Aaron Judge puis une bunch of bombs. Là. Wow. C'est une bonne séquence qui traverse en ce moment, mais c'est sûr qu'en semaine dernière, j'avais ce petit sujet-là, juste au cas où, là, comme quoi, je pense que c'était comme 2 victoires qui séparaient toutes les équipes dans l'Est de l'américaine, mais bon, on se retrouve aujourd'hui, puis c'est absolument terrible. Donc, oui, les Orioles, à l'image d'une bonne voiture dont on néglige les réparations, est présentement en train de casser, et c'est ce qui se passe en ce moment. Les gars, dernier congédiement qui s'est donné vite, c'est Derek Shelton avec les Pirates de Pittsburgh. Puis Félix, ça peut mener peut-être un petit peu de problème pour l'avenir des Pirates et d'un certain lanceur.
Ben, je t'écoute, on parlait des Orioles qui sont négligents, qui n'ont pas bien fait pour entourer leur jeune noyau. Les Pirates ont fait la même chose avec Paul Skeens. Paul Skeens qui est peut-être déjà le meilleur partant des majeurs. Le Tariq Skubal, pour moi, est encore le meilleur, mais Paul Skeens est probablement deuxième. On a un jeune lanceur générationnel, un partant qui est un, tu sais, les workhorses, les bourreaux de travail, un des rares partants dans ce moule-là, un vrai partant que tu dis, waouh, ce gars-là était fait pour lancer dans les années 2000. L'époque des partants qui lançaient en masse, puis tout, là, de Paul Skeens, qui est un morceau extrêmement important. Qu'est-ce qu'on a fait pour entourer Paul Skeens? Tommy Pham. On a signé Tommy Pham qui a 807 ans. Et évidemment, ça ne fonctionne pas bien. Tommy Pham est vraiment pas bon. C'est terrible comme on a entouré Paul Skeens à Pittsburgh. Puis Derek Shelton qui, encore une fois, un peu la même situation que Brendan Knight. Pas un grand gérant selon moi, mais un gars qui écope pour des décisions qui ont été prises au-dessus de sa tête. On lui a jamais donné les ressources pour gagner des matchs. C'est aussi simple que ça. Quand ta grosse signature de la saison morte, c'est Tommy Pham puis de ramener Andrew McCutchen qui signe quasiment des contrats minimums pour rester à Pittsburgh, ça n'a pas de sens, man. Je veux dire, tu places le gars en situation d'échec automatique. Puis c'est rendu qu'on se demande si Paul Skeens va finir l'année à Pittsburgh parce que tu te dis, rendu là, si c'est pas pour être compétitif, essaye de l'échanger pour ramasser une tonne de valeur. Puis man, honnêtement, je trouve ça plate pour les fans de Pittsburgh parce que pour une fois qu'on a, on en a eu d'autres qui ont tous fini par partir, là. McCutchen qui est parti, Garrett Cole qui est parti. Paul Skeens, ça fait 1 an qu'il est majeur, Paul Skeens, puis on est déjà en train de se dire, ben gars, ça sert à rien, on va l'échanger tout de suite. Je pense que Paul Skeens va rester à Pittsburgh pour quelques années encore. Je pense que les Pirates vont profiter du fait qu'il ne coûte pas trop cher, mais si on veut échanger Paul Skeens, ramasser une tonne de valeur. Pensez à ce que les Nationals ont eu pour Juan Soto quand on l'a échangé au Padres la première fois. James Wood, C.J. Abrams, Mackenzie Gore, tous des morceaux extrêmement importants des Nationals aujourd'hui. Puis, je ne dis pas d'échanger Paul Skeens. Je pense que les Pirates, s'ils avaient un minimum de gros bon sens, on essaierait de construire une bonne équipe autour de Paul Skeens. Mais clairement, les propriétaires n'ont juste pas l'air intéressants à le faire. Puis je trouve ça tellement plate pour Skeens, pour cette équipe-là, pour les partisans. On a le plus beau stade des majeurs, même, puis on n'est même pas capable de mettre d'équipes compétitives autour de notre lanceur générationnel. Je trouve ça tellement dommage comme situation. Puis, tu sais, Paul Skeens l'a dit, on n'a pas répondu aux attentes. C'est pour ça que Shelton a perdu sa job. C'est pas de la faute à Skeens, c'est pas de la faute des gars sur le terrain, c'est de la faute des dirigeants, du propriétaire qui n'investissent pas dans cette équipe-là, qui ne mettent pas une bonne équipe. Puis c'est juste plate, tu sais. Partisan des Pirates ou non, tu sais, tu peux pas t'empêcher d'être cynique puis de regarder un gars comme Paul Skeens qui a même pas 1 an de service dans la MLB. Et qu'on parle déjà comme « Ah, ce gars-là, dans quelques semaines, il s'en va à Los Angeles, il s'en va avec les Dodgers, ils vont s'en aller avec les Yankees, les Red Sox ou les Cubs. » Tu sais, comme partisan de baseball, comment tu veux pas être cynique en regardant ça? Là? C'est terrible. Ohtani, c'est un gars de Paul Skeens, c'est un gars de la Californie qui a grandi en adorant chez Ohtani. Tout le monde le voit avec les Dodgers à long terme. Ce gars-là a même pas lancé 1 an des majeurs. On le voit déjà dans l'uniforme des Dodgers. C'est triste, man. En même temps, je me dis, c'est peut-être les mêmes partisans qui ont les clés de Photoshop, les mêmes partisans des Lakers qui ont la clé Photoshop qui utilisent ça pour la MLB. Mais entre-temps, je me dis juste que fucking hell, je sais que ça n'arrivera pas, les joueurs ne le veulent pas, mais un plancher salarial au plus crisse dans le baseball majeur. Les joueurs le veulent, les propriétaires ne le veulent pas. C'est le plafond, c'est ça, c'est le plafond. Oui, c'est ça, le plafond, c'est l'inverse. Mais c'est le nerf de la guerre avec ça. Peu importe, les gars, savez-vous il est quelle heure? Il est l'heure que je me dis qu'en même temps, on pourrait entendre le thème et tout ça, mais je me dis qu'aussi. Quoi? Mais voyons donc, ben oui. De plus en plus confuse. De plus en plus confuse, ces transitions. J'ai utilisé la méthode Pokémon Utilise Confusion pour genre juste. C'est super efficace. It's super effective. Ça a été super efficace, en effet. Je n'ai pas compris. C'est totalement confus. Anyways, mesdames et messieurs, on est au Perron d'Église. Alors, à chaque semaine, on vous envoie une invitation sur les réseaux sociaux à venir interagir avec nous, poser une petite question. On va débattre là-dessus. Puis, la question cette semaine nous provient de Producer Oli qui nous demande « Il était où
ce Max Pacioretty il y a 10 ans. Parlant notamment des performances qu'a eu Max Pacioretty durant ces séries éliminatoires-là et qui a reçu, bien mérité aussi, beaucoup d'amour de la part de ses coéquipiers chez les Maple Leafs et de la part des médias. Félix, je te laisse prendre la parole là-dessus. Ali, je me pose la même question que toi parce qu'il était où ce gars-là qui mange les bandes aujourd'hui puis qui n'a jamais fait ça à Montréal? Il était où ce gars-là? Qu'est-ce qu'il met dans ses céréales maintenant pour être un gars physique puis tout? Puis ça rapporte en série parce que tu vas jouer dans un coin puis a marqué des gros buts dans ces séries-là, Pacioretty. En fait, l'homme du match numéro 6, quand même, Max Pacioretty, qui a marqué le but pour éliminer les Sénateurs en première ronde et qui a marqué le but d'assurance face aux Panthers dans le match numéro 6. Bon, ça n'a pas été suffisant pour venir à bout des Panthers, mais je pense que personne ne va blâmer Pacioretty pour ça parce qu'il en a donné encore plus que ce qu'on aurait pu rêver d'avoir. Je me pose la même question que toi, Ali. Je ne comprends pas d'où sort ce gars-là. Ma théorie, c'est que c'est pas vraiment Max Pacioretty. C'est un gars qui a mis son chandail, qui s'est rasé la barbe un peu comme lui, puis qui se fait passer pour Max Pacioretty parce que ce gars-là, je ne l'ai jamais vu à Montréal, je ne l'ai jamais vu à Vegas. On parle de Pacioretty, ce gars-là qui mange dans les bandes. Pour les gens à la maison, okay? Moi, j'aime bien parler du temps que je jouais à NHL parce que beaucoup des connaissances sur le hockey viennent de ces jeux-là, tu sais. Max Pacioretty sur... je sais qu'un minimum sur NHL 14, 15, puis je pense même 16, sa carte sur Ultimate Team, tu avais toujours le type de joueur que c'est et il était classé comme étant un attaquant de puissance. Max Pacioretty, encore une fois, les gens qui l'ont vu jouer à Montréal peuvent dire avec 100% de confiance et aucune hésitation que Max Pacioretty n'était pas effectivement un joueur de puissance. Au contraire, Max Pacioretty était plus un sniper, mais ce qu'on s'est donné comme théorie, c'est que les développeurs chez EA Sports ont vu Max Pacioretty, ont vu son gabarit, ont fait « Ah, OK, joueur 6 pieds 2, 6 pieds 3, attaquant de puissance. » Mais non, mais Max donc sur ce même théorème-là, Josh Anderson serait grinder dans NHL. Ouais. Oui, absolument. Mais non, mais selon NHL, Josh Anderson et Max Pacioretty, c'est le même joueur. Le même joueur. Fait que notre ancien capitaine était genre Brady Tkachuk, puis... Ouais, on avait Brady Tkachuk à Montréal, man. On l'avait, puis on l'a échangé pour lui. Personne ne l'a vu. Non, on le cherche. En fait, EA Sports avait la vision, eux autres qui ont compris, 10 ans avant tout le monde, que Max Pacioretty, en réalité, c'était un Brady Tkachuk, c'était un Mikko Rantanen dans l'âme. Ce gars-là était retenu à Montréal. On l'empêchait d'avoir sa vraie vocation, d'être un gars qui va dans les coins et qui frappe. EA Sports le savait, man. Puis nous autres, on ne l'a pas vu. Personne ne l'a vu à Montréal. Moi, maintenant, c'est pour ça que dès que j'ai une question hockey, je vais demander à EA Sports, je pense. Puis, c'est pas juste Montréal, là. Vegas aussi doivent se poser la même question. Vegas ne l'ont pas vu. Washington ne l'a pas vu, mais c'est plus dans le sens qu'ils l'ont mis sur la glace parce qu'il était tout le temps blessé. Ça, c'est un autre affaire. C'est ça. Washington puis Caroline, honnêtement, je pense qu'on peut ignorer. Mais Washington, il joue quand même, la Caroline là-dedans. Ouais, il joue 3 matchs en Caroline, je pense. 3 ou 5. Mais Washington, il joue pas une trentaine de matchs à Washington l'an passé, genre. Ouais. Oui, mais il y a eu genre des problèmes, je pense, sur le talon. Genre, c'est le talon d'Achille qui a lâché une deuxième fois quand il était en Caroline. C'est ça qui est ironique là-dedans, c'est que ce gars-là, tu sais, le talon d'Achille, là, c'est probablement dans le top 3 des pires blessures que tu peux avoir en tant que joueur professionnel. Ce gars-là est devenu physique après avoir eu ce genre de blessure-là. Normalement, tu te dis, hey, je vais ménager mon corps, je ne vais pas essayer de trop le scraper. Non, lui, il s'est dit, sais-tu quoi? Corey Perry is real nice, je vais faire comme lui. Mais c'est ça, je serais de me demander, Pop et Mio aussi, là, mais y a-t-il un monde dans lequel Pacioretty prolonge sa carrière? Parce que là, a 37 ans, je pense. En tout cas, il va avoir 37 en novembre. Il va avoir 37 au début de la prochaine saison. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel Pacioretty, qui est joueur autonome en devenir, décide de ne pas prendre sa retraite, décide de poursuivre sa carrière, puis sans devenir un Corey Perry, parce que je pense pas qu'il y a sans lui quand même, mais reste un peu dans la NH dans ce rôle de soutien-là, d'attaquant qui un bon vieux pousseux de puck, comme on dit, là, un gars qui va jouer dans les coins, un gars qui va chercher la rondelle dans les coins. Puis y a-t-il un monde dans lequel Pacioretty joue ce style-là une autre année ou encore 2-3 autres années? Ce que je veux dire là-dessus, c'est que ça va vraiment dépendre de lui parce que là, encore une fois, je pense que ici du moins,
il s'est du moins mérité des offres de contrat, mais encore une fois, est-ce que ça va lui tenter de revenir l'année prochaine, peu importe l'équipe, à suivre? Mais je peux dire qu'au moins, au grand minimum, avec ces séries-là, il s'est mérité de recevoir des offres. Donne-tu 2 ans de contrat à Pacioretty? Moi, être Brad Treliving, moi, je le ramène, là. Ouais, non, mais tu donnes-tu 2 ans de contrat à Max Pacioretty? Non, j'irais comme la bonne vieille méthode Corey Perry, tu donnes des 1 an. OK. 2, je serais à l'aise. OK. Dépendamment du prix, je serais à l'aise pour 2 ans. Mais Un 2 ans, 2 millions, là. Est-ce qu'il reste ce joueur-là pendant les 2? Tu sais, c'est ça que je me demande. Parce que oui, tu peux te donner 2 ans, mais est-ce qu'il va rester le joueur que tu as vu dans ces séries-là tout le long? Est-ce que c'était vraiment comme pas un feu de paille, mais tu sais, quasiment, est-ce que c'est non, vraiment le gars est assez intelligent pour voir que c'est une formule qui a eu beaucoup de positifs durant cette saison-là, parce que c'est pas juste en série, là, tu sais, en saison, c'était pareil, puis ça avait quand même du succès. Oui, il a manqué, au milieu de l'année, il a manqué quelques semaines d'activité, mais je pense qu'il était assez intelligent pour dire, hey, c'est vraiment une formule qui peut me permettre de rester dans cette ligne encore 1 ou 2 ans de plus. Pourquoi pas continuer? Je pense qu'il y a de quoi faire. Puis à Toronto, je ramène ce gars-là n'importe quand. Là. Si Toronto le laisse partir, on le ramène ce moment. Non, nos priorités sont pas là. Michel Terrier, ramène Max Pacioretty. Considérant comment ça s'est terminé, je pense qu'on va laisser un peu la poussière retomber pour... Ouais, je pense que c'est peut-être une bonne idée. Mais t'imagines-tu le Canadien gagne la Coupe Stanley l'année prochaine? C'est Nick Suzuki qui soulève la Coupe Stanley puis passe la coupe en premier à Max Pacioretty. Comme ça a dû être depuis le début. Comme a dit un certain monsieur qui a fait des films qui s'appelait George Lucas, c'est comme de la poésie. Ça rime. J'aime ça. Et Pop, c'est un des beaux scénarios que tu m'as proposé, ça. Tu m'en as proposé des chaotiques, mais celui-là, il me fait vraiment beaucoup rire. Tu sais, comme juste un dernier fuck you à Vegas, là. J'aime ça. Imagine oui, puis on bat Vegas en finale, soit dit en passant. On bat Vegas en finale. Puis tu sais, Suzuki marche sur une passe de Pacioretty parce qu'il y a eu un changement de trio bizarre. Là. Suzuki marche sur une passe de Pacioretty, puis là, ça se passe la coupe, puis man, j'adore ta vision. Non, check bien ça. Check bien ça. Notre trio d'urgence, OK? Tu sais, on a souvent vu, genre, nos 2 élites, 4e trio, puis Nick Suzuki qui prend des chiffres là-dessus. Ouais. 4e trio l'année prochaine à Montréal. En cas d'urgence. Nick Suzuki prend la place de centre, Max Pacioretty, Thomas Tatar sur l'hôtel. On signe Cody Glass aussi, juste pour faire chier Vegas. Wow! J'adore ça. Moi, j'achète. Qu'est-ce que je viens d'entendre? J'achète. Anyways. Mesdames et messieurs, jusqu'avant qu'on se quitte, on a une dernière petite discussion autour du joueur de la semaine pour vous. Donc, le joueur qu'on a pour vous cette semaine a été repêché en 2022, joue avec les 49ers de San Francisco d'origine américaine et d'une valeur de contrat de 265 millions de dollars. Si vous êtes quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les internets, notamment TikTok pour moi, vous aurez sûrement crié que la réponse c'est Anna Fry. Mais non, la réponse n'est pas Anna Fry. Mais Félix, de qui parle-t-on ici? On parle de Brock Purdy qui a signé un monstrueux contrat avec les 49ers. On se demandait comment les 49ers allaient gérer le cas de Brock Purdy qui, tranquillement, pas vite, allait éventuellement gagner plus qu'1 million de dollars. Ça fait qu'il gagnait moins d'1 million de dollars parce que choix de 7e ronde allait devoir signer un gros contrat un jour. Et on lui a donné, on lui a donné le sac. On lui a donné un gros tas d'argent. On en avait parlé un peu l'été passé quand les Packers avaient fait ça avec Jordan Love, les Jaguars avec Trevor Lawrence, puis les Dolphins avec Tua Tagovailoa. Il me semble que c'était les 3 qu'on avait placés là-dedans. Tu sais, autant c'est trop d'argent pour Brock Purdy, autant c'était les 49ers, peux-tu vraiment te permettre de ne pas le signer, de le laisser partir? Tu sais, je pense que c'est... La NFL, c'est une ligue de carrière. Ça te prend ton carrière dans cette ligue-là. Puis dans la NFC, c'est un petit peu moins vrai que dans la AFC, où est-ce que c'est monstre après monstre après monstre. Là, dans la même conférence, tu as Mahomes, Allen, Burrow, Herbert, Bonix qui s'en vient, Lamar, oui, j'avais déjà oublié Lamar Jackson est là aussi. Je dirais... Aaron Rodgers.
Aaron Rodgers, ouais. Incessamment. Non. CJ Stroud qui est là aussi, Geno Smith qui est rendu là. Tu sais, man, c'est des carrières partout. Puis dans la NFC, c'est un peu moins vrai, mais veux pas. Tant que tu as une porte tournante ou un point d'interrogation au poste de carrière, tu n'iras jamais vraiment loin. Puis je pense que c'est ça que les 49ers se sont dit. On a besoin d'avoir une valeur sûre au poste de carrière qui, sans être un top 5, un top 10, ben peut-être top 10, mais sans être un top 5, quand même un gars qui va te gagner des matchs, un gars qui va te manager la game. Un gars qui va te permettre d'avoir une chance de gagner une game en tout cas. Puis je pense que ça a été ça le rationnel derrière cette décision-là. C'est beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent pour Brock Purdy, mais je pense qu'il fallait que tu le signes. Je pense que ça va prendre Purdy si tu veux être compétitif. Puis on verra ce que ça va donner, mais c'est beaucoup. Surtout que Debo n'est plus là. Brandon Ayuk, on ne sait pas s'il va être là. Christian McCaffrey, dans quel état? C'est beaucoup de questions à savoir. Est-ce que tu veux mettre beaucoup d'argent sur un Brock Purdy ou tu veux mettre beaucoup d'argent sur un Derek Carr qui se retire officiellement comme le meilleur corps arrière à n'avoir jamais gagné un match en playoff? Le meilleur. Il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas si Derek Carr c'est le pire des meilleurs corps arrière. C'est vraiment vrai. C'est le meilleur corps arrière de l'histoire de la NFL à n'avoir jamais gagné un match en éliminatoire. Attends, mais Félix, tu l'as. Attends, mais. Ouais, non, mais c'est ça. Derek Carr. C'est-tu le meilleur pire carrière ou est-ce que c'est le pire meilleur carrière? Non, c'est le meilleur du pire. Je sais pas, même. Ça dépend. Le début de carrière, Derek Carr était vraiment bon avec les Raiders. Vraiment. Pour vrai, ce gars-là était tellement overlooked parfois. Des fois, je pognais les nerfs un peu. Mais à la fin de tout ça, à la fin de sa carrière, le legacy qu'il va faire, c'est que ce gars-là était le meilleur des pires sur le terrain. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'en rappeler. C'est tout, man, tout ce qui touchait à la fin, ça fait juste crasher. C'était terrible, Derek Carr, en fin de carrière, man. C'était vraiment, vraiment terrible. Échec à gauche et à droite, surtout avec les Saints. Mais bon, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de la triple menace pour le 18 mai. Ben là, rendu le 19, quand on termine ça, passé minuit. Officiellement, on est rendu le 19. Oui, exactement. J'espère que vous avez apprécié d'avoir passé la dernière heure et demie avec nous. Parler de sport, parler de finale de conférence qui s'en vient. J'espère que, du moins, j'espère qu'à la maison, votre engouement pour ces finales de conférence-là est juste à moitié autant partagé que nous autres ce qu'on vit. Parce que ça va être le fun. Ça va être du cinéma. On a probablement... On a 2 séries au basket qui peuvent se rendre en 7 matchs. Au hockey, 7 matchs ou pas, on va avoir des rematchs de l'année dernière de Oilers Stars puis de 2023 entre les Hurricanes et les Panthers, qui va avoir... Combien t'as dit de mise en échec par match, Félix? 253. Fantastique, 253 mises en échec. Environ. À prendre ou à laisser. Donc, ça va être super le fun. On vous rappelle, les gars, que vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux via notamment le groupe Facebook des Superfans des Tigers au Grand où vous pourrez participer à l'émission. Sinon, TikTok, Instagram pour voir toutes les autres publications qu'on a pour vous autres durant la semaine. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la triple menace et bonne semaine!